Et bienvenue à notre podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et de la parentalité. Comme d'habitude, vous pouvez toujours nous écrire à info@lesexologue.ca ou aller voir notre site internet lesexologue.ca, consulter nos différents services et les différents produits qui sont disponibles. Aujourd'hui, on va parler de la parentalité et de la sexualité, un sujet qui préoccupe et qui affecte vraiment beaucoup de gens. Donc, on s'est dit, quelle bonne idée justement d'aborder le sujet. On associe souvent la parentalité à un moment très agréable, un moment de famille, de rapprochement, mais souvent aussi à une détérioration de la sexualité. Et c'est souvent ce qui arrive pour bien des couples qui aient une différence de désir qui s'installe entre les partenaires ou que les deux, en fait, perdent ce désir-là de se rapprocher au niveau plus sexuel. Les énergies, le temps est davantage focalisé sur la venue du nouveau bébé et aussi, une fois arrivé, de s'en occuper. Et tout, en fait, le brouhaha et l'apprentissage qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas une surprise, effectivement, que beaucoup de couples vont avoir des modifications, de l'adaptation à faire au niveau de leur relation. Et certains couples ont plus de difficultés que d'autres vis-à-vis ces changements-là, cette période de transition-là et de remaniement, en fait, de l'horaire et du couple, de son partenariat avec l'autre personne, où il y a un nouveau rôle de parent qui s'installe. Et il y a quand même une bonne proportion aussi de gens qui, suite à avoir eu des enfants, ça met fin, malheureusement, à la relation. Non seulement à cause de la sexualité, mais les différences aussi que ça amène au niveau de la parentalité et de l'organisation de la famille. Donc, on va regarder les différents enjeux qui ressortent justement de ces dynamiques-là. Donc, la première période qui se passe, en fait, c'est la grossesse. Donc, quand on décide d'avoir un enfant ou même le désir d'avoir un enfant avant même la grossesse, il y a toute la période aussi de la conception. Donc, quand on décide consciemment de vouloir avoir un enfant, quand ce n'est pas, par exemple, une surprise, la sexualité, déjà là, commence parfois à changer pour certaines personnes. Ou en fait, au début, il y a comme une excitation, on va faire peut-être plus l'amour, mais il y a comme des fois une certaine tendance, effectivement, que la sexualité soit associée à la conception et que le plaisir a tendance à peut-être un peu s'effriter. Donc, certaines personnes ont des enfants assez rapidement, et passent à travers peut-être cette période-là de conception assez vite parce que il y a déjà une grossesse, mais certaines périodes, cette période-là s'étire parfois pendant plusieurs mois, plusieurs années même, pour les personnes aussi qui ont des difficultés au niveau de la fertilité. Et on voit déjà des changements et une adaptation où plusieurs personnes vont avoir l'impression que la sexualité n'est plus plaisante. Elle est devenue mécanique et machinale, qu'il faut le faire. Il y a un sentiment d'obligation qui s'installe, surtout pour le partenaire ou la partenaire peut-être qui est peut-être moins motivé éventuellement d'avoir l'enfant ou du moins pas au détriment du plaisir et de la satisfaction sexuelle. Il y a aussi toute la question de devoir suivre le cycle de la personne là, qui va être enceinte. Donc, tout ça fait en sorte que ça peut amener aussi certaines tensions, que si on ne prend pas cette période-là avec un angle aussi de maintenir le plaisir et que la conception prend toute la place et aussi potentiellement les déceptions de ne pas tomber enceinte ou qu'on associe finalement avoir une relation sexuelle à un futur deuil, à un futur déception de ne pas avoir tombé enceinte quand les menstruations ou quand le test de grossesse s'avère négatif. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà des difficultés à ce niveau-là et que, justement, ça l'engendre plus tard aussi dans la relation des difficultés. Fait qu'il faut vraiment garder en tête, quand on tente de
concevoir, qu'on a peut-être des problèmes de fertilité ou que ça prend un certain temps avant de tomber enceinte, est-ce que quand on fait l'amour, on maintient quand même l'objectif que ça reste plaisant et que ça soit pas juste une machine à sperme, que des fois là, les hommes se décrivent un peu de cette façon-là, se sentent un peu finalement utilisés dans la conception, que la partenaire féminine ne se sente pas non plus justement comme brisée par rapport à la difficulté peut-être de concevoir un enfant. Puis la même chose aussi pour les couples, par exemple, lesbiennes, qui, eux, nécessairement vont avoir besoin peut-être de l'aide d'une clinique ou peut-être d'amis, là, si on va avec un don de sperme, par exemple, de quelqu'un de l'entourage. Mais des fois aussi, toute la conception, toute la sexualité, ingérer en fait là, le sperme à l'intérieur de la future mère peut faire en sorte qu'il y a quelque chose au niveau médical de la sexualité qui se perd. Donc, certaines personnes, quand ils viennent le temps là, de faire cette procédure-là, tente de le faire quand même dans un environnement de sexualité pour ne pas rendre ça trop médical. Dans le cas des couples homosexuels, généralement, on passe plus ici là, par l'adoption ou parfois aussi une mère porteuse, mais souvent peut-être la sexualité là, ne sera pas intégrée à ce niveau-là, à moins qu'effectivement là, on ait ce modèle-là, mais généralement, effectivement, la mère porteuse va peut-être avoir un rôle où ce que la sexualité ne sera pas inclue. Là, ensuite, il y a la grossesse qui arrive, donc les changements hormonaux qui commencent, la fatigue qui peut un peu s'installer, les maux de cœur, les changements corporels au niveau de l'image corporelle peuvent avoir plein d'influences aussi sur la sexualité. Soit des fois à la hausse, donc des fois ça l'augmente en fait aussi le désir sexuel hormonal chez la personne enceinte et donc ça l'augmente parfois la fréquence. Peut-être que des fois même les rôles vont être inversés ou que peut-être c'était le partenaire qui n'était pas enceinte, qui avait plus de désir, mais là, soudainement, avec les hormones, ça l'augmente. Ou au contraire, la personne qui est enceinte avait plus de désir, mais là, a quasiment plus de désir comparativement à l'autre personne. Fait que des fois, ça vient rééquilibrer. Des fois, ça crée un moment de transition, d'adaptation nécessaire à ce changement-là de rôle que les gens peuvent avoir. Et puis, ensuite, il y a plusieurs variations aussi, là, les différents trimestres, par exemple, n'ont pas nécessairement les mêmes impacts. Donc, au début, souvent, la personne enceinte est plus malade. Souvent, elle n'a pas vraiment le goût d'avoir de la relation sexuelle. Des fois, ça a tendance à se tasser et on retrouve des fois une augmentation de la libido dans le deuxième trimestre. Et dans le troisième trimestre, bien là, il y a une certaine lourdeur corporelle, une fatigue corporelle de porter le bébé, le poids. Et donc là aussi, ça a tendance parfois le plus à diminuer à ce niveau-là. Mais d'autres personnes, c'est complètement l'inverse. Les cycles hormonaux sont un peu différents, puis la hausse ou la baisse est à différents moments. Donc, ce n'est pas là, une science infuse, ce n'est pas toujours la même courbe qui suit par rapport à ça. Des fois, ça peut être difficile aussi de suivre. Aussi, comme il y a plus d'hormones, des fois, il y a plus d'émotions, il y a plus de sensibilité aussi qui peuvent s'installer, donc créer plus de chicanes. Des fois aussi au niveau des sensations, de la lubrification, de l'acidité aussi là, du vagin, ça peut être plus sensible, ça peut faire mal. Il y a un déplacement aussi des organes de l'utérus, même si effectivement le pénis ne traverse pas le col de l'utérus pour aller toucher le bébé. Le fait que nos organes sont peut-être à différents endroits et qu'il y a peut-être un mouvement aussi de l'utérus, bien, certaines positions vont peut-être être plus inconfortables pour la partenaire qui est enceinte. Fait qu'il y a toutes sortes de modifications, des fois qu'il faut prendre en considération. Puis il faut être capable aussi d'en discuter avec son partenaire, puis d'être transparent aussi avec ces changements-là, puis comment qu'on réagit aussi à ces changements-là, comment qu'on se sent sans être dans le blâme et la critique de comment l'autre réagit, mais dans l'accueil et de prendre en considération comment chacun vit aussi cette situation-là. Donc souvent, la partenaire qui est enceinte va peut-être sentir une obligation d'offrir de la sexualité, même si elle n'a pas nécessairement le goût. L'autre va peut-être se sentir moins désiré par le changement, ou au contraire, une forte libido chez la personne enceinte qui crée au contraire l'autre qui veut maintenant compenser ou offrir du sexe qu'ils ne veulent pas nécessairement avoir. S'il y a eu des difficultés avec la fertilité, il y a peut-être un relâchement, une certaine liberté de « OK, maintenant on est tombé enceinte, on peut arrêter d'avoir
de la sexualité et que si justement on a nuit peut-être au plaisir, peut-être qu'on va carrément arrêter d'avoir une sexualité ou qu'on va avoir de la difficulté à retrouver le plaisir, même si maintenant on n'est plus dans la phase plus conception, qu'on a perdu un peu nos repères de plaisir sexuel. Ensuite, on tombe dans la prochaine phase qui est suite à l'accouchement, donc encore là, quand même un événement important au niveau corporel, donc soit des césariennes, soit une grossesse, un accouchement par voie vaginale, qui fait en sorte qu'il peut avoir des déchirures, une sensibilité, il y a une certaine période que justement les médecins vont proposer de ne pas avoir de relations sexuelles pour permettre la guérison d'à peu près 6 semaines. Et ce 6 semaines-là, il est pour le temps de convalescence. Mais ça ne veut pas dire qu'après 6 semaines, la personne qui a accouché a l'énergie, le goût, le désir d'avoir des rapports sexuels. Il y a la fatigue qui s'installe, les nuits avec le bébé qui sont plus difficiles. L'allaitement qui prend aussi beaucoup d'énergie. Ça prend de l'énergie, en fait, créer du lait. La prolactine aussi a un impact négatif sur le désir sexuel, malgré que chez certaines personnes, ça en a moins, chez d'autres, ça en a beaucoup plus. Et donc, comment qu'on gère en tant que parent aussi avec comment s'occuper du bébé? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça crée beaucoup de conflits? Est-ce qu'il y a une disparité dans qui et comment s'en occupe? Est-ce que justement on tente d'être une équipe à travers de ce défi-là ou au contraire on est très combatif? On se chicane beaucoup sur comment s'occuper du bébé. On a toutes nos valeurs aussi familiales qui en ressortent. Il y a des dynamiques aussi avec les grands-parents, les mononcles, les tantes aussi qui peuvent parfois ressortir avec la venue d'un nouveau bébé. Donc, il y a toutes sortes de choses en fait qui peuvent survenir. Donc, les limites en fait à mettre aussi avec l'entourage ou l'aide, le support qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas. Donc, toutes sortes de dynamiques peuvent ressortir, ce qui fait que ça peut créer aussi beaucoup de tensions entre les partenaires. Si on a un enfant qui est peut-être un peu plus difficile, qui a plus de coliques, qui pleure plus facilement, qui nécessite beaucoup d'attention, comment qu'on gère aussi avec notre tolérance finalement aux pleurs du bébé, la facilité à le réconforter versus la difficulté à le faire, la différence entre les parents au niveau de leur, je vais dire, compétences, aussi de s'occuper du bébé. Donc, des fois, il y a un parent qui a plus de facilité avec l'enfant que l'autre. Donc, des fois, il y a une forme de compétitivité qui s'installe, qui peut nuire justement au rapprochement aussi intime. Des fois, le bébé aussi couche dans la chambre ou dans le lit, en fait, des parents, ce qui fait que des fois, ça empêche l'intimité plus le soir. Évidemment, l'intimité, on peut la vivre dans d'autres moments que le soir, mais bien des gens associent l'intimité sexuelle au moment du dodo, dans le lit. Et donc, si l'enfant est tout le temps là le soir, bien, ça fait en sorte que ça peut être plus difficile. On devient aussi plus impatient là, dû à la fatigue qui peut s'installer. Qui prend le congé parental, maternel, paternel, combien de temps qu'on le sépare, etc. Tout ça est à négocier. Peut-être qu'on n'était pas d'accord sur le temps qu'on allait accorder à la nouvelle vie familiale, quand on allait prendre les vacances, le congé parental, qui peut créer certaines frustrations là, à ce niveau-là. Si on a un problème on a un enfant avec des problèmes avec des santé, de santé médicale, ça rajoute aussi une couche. Si on a un enfant aussi qui a peut-être une forme d'handicap important, ça aussi, ou au niveau développemental, ça peut créer toutes sortes de différends. Et puis là, souvent, mais ça peut durer là, des mois de s'adapter. Des fois, il y a des vagues où c'est plus facile, c'est plus simple. Puis là, des fois, le bébé ne fait pas encore ses nuits, il y a des difficultés. Donc, tout ça fait en sorte que ça rend un peu plus difficile les interactions entre les parents. Puis des fois, on tombe en mode un peu parent. Hein, on voit l'autre comme un parent, on ne voit plus l'autre comme un maman, on ne voit plus l'autre comme notre amoureux peut-être aussi. Et donc, des fois, ça peut être difficile de sexualiser, en fait, l'autre personne au niveau de leur image corporelle, par exemple, de notre propre image corporelle, peut-être qu'on se sent plus sexy, on a peut-être pris du poids, on ne se reconnaît plus en fait dans notre corps, autant pour la partenaire qui aurait accouché que peut-être un partenaire même masculin qui aurait eu certaines modifications là, corporelles à ce niveau-là.
Donc, comment gérer avec toutes ces difficultés-là qui se présentent dans notre couple suite à avoir un enfant et toutes les différentes périodes de transition et d'adaptation qu'on peut avoir au courant, en fait, d'être un parent? Eh bien, la première chose qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on va gérer, en fait, nos émotions par rapport à ces différences-là qui s'installent, comment qu'on va maintenir un équilibre émotionnel face à nos insatisfactions, face à la pression qu'on peut ressentir de répondre aux besoins, aux désirs de l'autre personne. Est-ce qu'on reste une équipe par rapport à la situation où on est dans le blâme, on pointe du doigt, on se sent mal par rapport à nous-mêmes, on agit mal, on n'est pas adéquat, et là, on amplifie en fait la situation plutôt que la maintenir relativement euh, tolérable jusqu'à ce qu'effectivement on ait une période où ce que la situation peut mieux s'améliorer, on est peut-être moins pris par nos rôles parentaux, etc. Et donc parfois la cause de la baisse de désir peut être physiologique, due à l'allaitement, due au changement hormonal, au niveau corporel, etc. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ces causes-là originales, si on les gère mal dans la relation qu'on a avec l'autre, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'on finit par amplifier en fait le problème et même quand les causes parfois physiologiques ne sont plus là, eh bien, on a créé une distance avec l'autre partenaire et même si les causes sont plus là, on a créé d'autres causes relationnelles qui ont suscité cette distance-là. Une des choses aussi qu'on retrouve comme dynamique, le fait que c'est souvent les femmes qui, dans des couples hétérosexuels, qui prennent le congé de maternité. Ils s'occupent davantage de l'enfant, en fait, de fréquence, parce que c'est eux qui restent à la maison avec l'enfant. Plusieurs femmes vont allaiter aussi. Ces liens-là, ou ces temps-là, en fait, avec l'enfant, amplifient une forme de connexion avec l'enfant. Et donc, comme le père s'en occupe peut-être moins à ces instances-là, des fois, le lien il est plus difficile. Et c'est là qu'on crée des fois des parents par défaut, qui est souvent la mère, si le père ne vient pas compenser d'une autre façon dans d'autres circonstances quand effectivement il est là, donc davantage de s'occuper de l'enfant pendant le dodo, la routine du bain, etc., qui joue avec dans d'autres circonstances, que pendant la nuit, c'est lui qui s'en occupe quand c'est pas l'allaitement, puis quand c'est les changements de couche, etc. Donc, une façon de venir rebalancer ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une certaine facilité parfois pour la mère de s'occuper de l'enfant qui apprend plus rapidement du fait qu'elle a plus de temps avec le bébé. Et comme cette facilité-là, elle est plus agréable d'une certaine façon, pas que c'est pas difficile pour ce parent-là, mais des fois, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on donne le bébé à la personne avec qui c'est plus facile. Tu sais, des fois, changer la couche, il peut avoir beaucoup de résistance. Faire le dodo, il peut avoir beaucoup de résistance, mais quand l'autre parent qui a été un peu identifié comme le parent par défaut ou le parent avec qui c'est plus facile, ben, c'est plus facile de juste reléguer. Ben, c'est difficile avec moi, prends-le. Ou le parent, des fois, avec qui c'est plus facile, a de la misère à tolérer aussi que l'autre parent a peut-être un peu plus de difficultés et va intervenir davantage pour calmer et augmenter la rapidité peut-être là, face à la difficulté qu'on a avec l'enfant. Fait que ça peut créer aussi certaines frustrations. Il y a aussi le fait que les personnes qui allaitent, bon, ils ont un bébé collé sur eux à longueur de journée. Il y a une certaine satiété qui peut, une certaine saturation qui peut être aussi atteinte, où ce que, bon, on a un bébé sur nous à longueur de journée pendant des longues périodes. L'autre parent arrive le soir, n'a pas eu cette affection-là avec le bébé, s'attend à avoir de l'affection, mais l'autre personne, elle a comme répondu à sa dose quotidienne. Fait qu'elle elle veut peut-être un peu plus son espace, surtout que peut-être l'allaitement va continuer pendant la soirée et pendant la nuit. Fait que des fois, ça aussi, ça crée des différences dans les besoins affectifs qu'on peut avoir, le besoin de rapprochement, où une personne veut davantage aller chercher sa bulle parce qu'elle l'a moins depuis un certain temps. Des fois, on le voit aussi même avec les personnes qui n'allaitent pas, leur affection se dirige vers l'enfant. Il y a davantage d'affection qui va vers l'enfant pour les deux parents ou un parent en particulier, pas nécessairement celui qui allaite ou qui a plus de temps avec le bébé, mais l'affection, on va la chercher parfois à travers l'enfant et on va peut-être en donner moins à son partenaire à cause de ça. Donc, il y a une frustration aussi qui peut se faire ressentir dans les deux sens dans certaines circonstances.
Fait que c'est vraiment regarder si vous êtes passé à travers ou vous êtes présentement dans une de ces phases-là d'adaptation avec votre famille ou votre future famille. C'est vraiment de regarder, OK, comment est-ce que moi j'agis, comment est-ce que moi je veux agir dans ces circonstances-là. Est-ce que je suis capable de mettre mes limites face à la pression de répondre aux besoins de l'autre? Puis la pression n'est pas nécessairement mise par l'autre. Des fois, c'est une pression qu'on se met soi-même. L'autre peut tout simplement demander, en fait, ou vous êtes au courant des désirs sexuels affectueux de votre partenaire, qu'il exprime de façon tout à fait adéquate, sans insistance, sans bouderie quand on ne répond pas, mais vous sentez l'obligation, due à vos propres enjeux, à peut-être mettre des limites, à dire non. Peut-être que vous avez effectivement un partenaire qui insiste puis qui parle constamment de ses besoins et ses insatisfactions qui ne sont pas répondues depuis l'arrivée là, du bébé et gère mal le refus par rapport à ça aussi. Est-ce que, en tant que personne qui a peut-être plus de désir, vous agissez dans l'acceptation de cette phase-là? Vous voulez prioriser vos besoins au détriment peut-être de celle de votre conjointe ou celle de l'enfant aussi? Fait que des fois, ça crée beaucoup en fait de compétitivité même avec l'enfant aussi. Parfois, l'enfant aussi, il devient une forme de triangulation où on utilise l'enfant comme excuse pour éviter en fait aussi l'intimité. Donc, il n'est pas rare que les personnes qui ont peut-être moins de désir de rapprochement avec l'autre vont s'endormir avec l'enfant de façon régulière pour éviter en fait d'aller se coucher en même temps que leur partenaire ou de passer une soirée avec eux qui pourrait susciter aussi des demandes de l'autre personne. Le fait de garder l'enfant longtemps dans le lit peut être une façon aussi de créer un schisme entre les partenaires où des fois l'enfant à 2 ans, 3 ans couche encore dans le lit des parents, ce qui peut être tout à fait normal et acceptable. Mais quelle est la raison ou la motivation en arrière? Des fois, c'est pour le bienfait du bébé, c'est plus facile, ça fait en sorte qu'il y a moins de crises, on peut dormir, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour le faire. Mais des fois, la raison aussi, c'est bien, ça me permet justement de ne pas avoir d'intimité avec mon partenaire. Et cette raison-là, elle est plus facile à mettre de l'avant que de dire j'ai plus de désir, j'ai moins de désir, j'ai moins le goût d'être en intimité avec toi, j'évite notre intimité. Fait que, des fois, c'est une façon d'éviter certaines conversations. Puis on dit souvent que la communication, hein, c'est la clé des couples, mais il faut faire attention parce que la communication n'est pas absente, même quand c'est plus difficile. Souvent, ces dynamiques-là, subtiles de l'enfant qui reste dans le lit, il est compris par les deux parties, mais personne ne veut l'aborder de front. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas compris ou communiqué par les actions qu'on pose, mais qu'en fait, on ne tente pas réellement de trouver une solution parce qu'aborder le sujet amène davantage de conflits. Donc, des fois, c'est plus facile de s'ostiner sur le fait que le bébé reste ou pas, par exemple, dans le lit, que de dire qu'on a des problèmes au niveau sexuel. Fait que des fois, on choisit des batailles plus simples à s'attarder que des batailles, des fois, qui sont plus intimes, plus complexes, plus profonds à aller parler, parce que ça va peut-être jouer dans nos égos, ça va peut-être parler avec nos dynamiques. On est peut-être plus fragile, plus sur la défensive ou sur l'attaque sur certains sujets. Fait que c'est plus facile, des fois, de s'ostiner sur autre chose à la place. Fait que c'est aussi à se demander, est-ce qu'on est dans une forme d'alliance collusive où tous les deux, on ignore en fait le réel conflit sous-jacent parce qu'on sait que celui-là, il est trop tabou et sensible et explosif. Donc, on s'acharne peut-être sur d'autres choses ou on reste même dans le silence total. Mais ce silence-là, il est communicatif. On le sent quand notre partenaire il est distant. On sent quand notre partenaire utilise toutes sortes d'excuses pour ne pas être avec nous autres. Et donc, quand on ne discute pas de ces choses-là, ben, ça fait en sorte que ça peut s'empirer. Mais des fois, en discuter aussi, si on n'en discute pas correctement, on ne communique pas correctement avec un équilibre émotionnel, une gestion émotive adéquate et constructive, on peut empirer aussi la situation dans ces situations-là. Fait que la communication peut aider si on la fait correctement. Puis c'est plus une question de est-ce que je suis capable de me gérer dans ces communications-là verbales ou au contraire que je sois silencieux ou que j'en discute, je suis autant en train de nuire à la situation. Donc, je vous laisse sur ces réflexions-là à l'égard de la parentalité. Malgré peut-être ceux qui n'ont pas encore d'enfants qui se demandent, mon Dieu, ça a l'air tellement compliqué. Effectivement, ça l'amène tous des enjeux importants qui vont ressortir,
Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré en fait toutes ces difficultés-là, les gens décident quand même d'avoir des enfants et en ressortent parfois même plus forts. Le fait de devoir s'adapter à ces situations-là peut créer un rapprochement, même si initialement peut-être ça crée une distance parfois importante, parfois même un peu destructive. Parfois, revenir de ça fait en sorte qu'on est encore plus soudés solidement ou ce qu'on tolère davantage en fait les différences l'un avec l'autre et on construit un amour beaucoup plus fort et solide pour l'avenir. Vous pouvez nous contacter comme d'habitude à info@lesexologue.ca ou aller voir notre site internet www.lesexologue.ca. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir.